Bienvenue à toutes et à tous. Donc la thématique du jour est celle de la diversification de l'activité de formation professionnelle, en tant que certifié Qualiopi et donc je suis, présent aujourd'hui avec, Garel pour cette thématique, qui va pouvoir se présenter d'ici quelques instants. Alors je vous partage aussi le support de présentation pour que vous puissiez voir, tout ce qu'on va pouvoir vous partager et je vous souhaite un bon visionnage et en espérant que vous serez actifs pour poser toutes vos questions et être à la recherche de ce qui va pouvoir déclencher, l'adaptation de votre activité dans, votre quotidien de la formation. Alors, quelques rappels avant d'aller plus loin sur la présentation. Déjà, je vous pose une première question, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image. Donc, je vous invite à formuler directement vos réponses dans l'espace chat pour savoir comment cela se passe de votre côté. Alors, j'ai une réponse de Christophe, OK. Tout est OK aussi pour Stéphanie. Florence aussi, très, très bonne qualité. Christelle, merci pour vos retours. Donc, c'est un bon signe pour nous. On va pouvoir donc passer à la suite avec notamment la présentation des 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Donc, premier geste concerne l'utilisation de l'espace webinaire. Donc, je vous invite à couper votre téléphone, en tout cas mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les notifications ou les sonneries. Le deuxième geste va de pair avec le second. Vous avez donc deux onglets à votre disposition. L'onglet chat que vous avez déjà utilisé pour nous faire part de vos remarques et un autre onglet qui est l'onglet questions, cette fois-ci utilisé pour faire part de vos interrogations. Donc, on va vous présenter un ensemble d'informations et l'espace questions est fait pour poser des questions qui vous permettraient d'avoir une meilleure compréhension. Et du côté de la modération, donc c'est plus simple lorsqu'on a bien les deux espaces qui se distinguent, puisque on va traiter les questions en fonction des slides qu'on va vous présenter. Et aussi pour vous, l'espace questions est aussi un espace de vote. Donc, vous pourrez voter pour là où les questions qui vous semblent les plus pertinentes et nous faire signe que ces questions ont plus d'importance pour vous. Alors, comme je vous le disais, je suis présent avec Garel aujourd'hui. Garel, je te laisse te présenter en quelques mots qui tu es et ce que tu vas pouvoir nous apporter aujourd'hui. Alors bonjour Thomas, effectivement, donc bonjour à tout le monde aussi sur le chat. Donc moi c'est Garel Jean, je suis auditeur à ICPF depuis un an, un peu plus d'un an, et ça fait bien 10 ans que je suis dans le milieu de la formation. J'ai été formateur indépendant, j'ai été aussi, j'ai fait de la conception pédagogique, je suis ingénieur pédagogique, j'ai été responsable pédagogique, et donc vraiment concerné par les problématiques du terrain qu'est la formation professionnelle depuis toutes ces années. Et pour ma part, je suis Thomas Talby. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de participer, vous avez déjà vu me voir sur un autre webinaire. Je suis présent dans l'équipe ICPF depuis 4 ans et j'ai acquis une maîtrise de l'écosystème de la formation de par tous ces événements que j'anime et les échanges que je peux avoir avec les certifiés et les acteurs du marché tous les jours. Donc, on est ensemble pour 1 heure, 1 heure et demie sur cette thématique du développement de l'activité de formation. La présentation va se diviser en 5 parties. Une première partie sur la présentation de ICPF, notamment pour les organismes qui ne nous connaissent pas aujourd'hui. Deuxième partie sur l'après Qualiopi, qu'est-ce qui se passe après la certification. Troisième partie sur les typologies de projets, donc en tant qu'organisme certifié, quels sont les avenirs possibles pour développer son activité. Quatrième partie, qu'est-ce qu'une adaptation, qu'est-ce qu'une extension et comment faire la différence. Et enfin, cinquième et dernière partie, donc on va se concentrer sur les questions et les réponses, à savoir que vous avez déjà la possibilité de poser vos questions et qu'on reviendra sur des points spécifiques ou les points qu'on n'aura pas eu le temps d'aborder à la fin de la présentation. Alors, avant toute chose, donc, on va présenter cette première partie du webinaire. Où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Donc, en quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, ICPF, c'est un ensemble qui s'est consolidé avec ActiveCert, donc un organisme certificateur Qualiopi et ISO qui nous permet de porter le nombre de certifications aujourd'hui à 8000 certifiés entre Qualiopi, ISO et ICPF Pro. Donc, plusieurs démarches de certification et ces 30 ans d'existence qu'on a pu célébrer en milieu d'année dernière, où
qu'on a peut-être dû échanger si vous y étiez présent à l'événement. ICPF, c'est aussi 5 axes de différenciation en certification qualité, notamment au travers de la plateforme Noé. Donc, c'est l'une des forces majeures de pouvoir digitaliser tout ce parcours de certification, vous faire gagner du temps dans vos démarches. Le deuxième point, c'est la compétence technique. Donc, on est uniquement dédié à la qualité de la formation depuis 1995. Troisième point, c'est l'équipe interne qui offre une capacité d'audit à planifier rapidement, donc qui est aussi renforcée par un vivier d'auditeurs sous-traitants. Donc, c'est environ 18 auditeurs salariés, dont Garel fait partie notamment sur la région Île-de-France, et 150 auditeurs sous-traitants. Également au service client qui est accessible sur Noé et le site internet. Et enfin, le réseau dont vous faites partie, si vous êtes certifié chez ICPF et avec qui vous pouvez interagir, échanger et faire du business dans le cadre d'événements comme celui-ci d'un webinaire ou dans le cadre de rencontres physiques, par exemple avec nos événements ICPF Networking. Alors, ces marches de la qualité sont présentées à chaque webinaire, vous permettent de vous situer en qualité et de savoir, de visualiser ce qui est possible de faire à l'avenir. Donc, l'escalier de la qualité commence avec cette volonté d'avoir le statut d'acteur de la formation professionnelle qui va ensuite se matérialiser par l'obtention d'un numéro de déclaration d'activité. On va le voir en chiffres dans les slides à venir, un état du nombre d'organismes, se certifier et en fonction de quelle catégorie. Et aujourd'hui, cette obtention de NDA, c'est une première marche qui permet d'être reconnue par l'État, par le ministère du Travail, afin de mettre en place votre activité. La deuxième marche, c'est la certification Calliope, un standard qualité aujourd'hui qui permet notamment l'accès au financement, mais pas que. Ce n'est pas le seul bénéfice. L'un des bénéfices principaux, c'est aussi de pouvoir faire reconnaître la qualité de votre offre auprès de vos clients, auprès des parties prenantes. Et donc, ça va être l'un des sujets aujourd'hui. C'est comment, au travers de cette marche qui est Calliope, comment faire pour arriver à l'utiliser pour développer son activité. Et troisième marche, c'est le CPF, donc, qui dans certains cas peut être obtenu avec Calliope seul, même s'il y a des démarches à effectuer auprès de ses clients ou auprès de la plateforme EDOF. Ça, ce sera un peu moins le sujet du jour. Et ensuite, ce qu'on retrouve, c'est des démarches complémentaires qui permettent de se différencier dans le secteur. Avec ICPF Pro, c'est une différenciation qui est possible en tant que personne physique, en tant que consultant, en tant que formateur, faire la différence auprès de vos clients. Donc, c'est notamment l'occasion de mettre en avant vos années d'expérience, votre domaine d'expertise, en fait, ce qui vous différencie réellement d'une personne à une autre qui serait présente sur le même secteur. Et enfin, la cinquième et dernière marche, c'est la marche la plus élevée en qualité de la formation avec l'ISO. Donc ISO 9001 ou ISO 21001 qui permet de faire reconnaître et de valoriser le système de management de la qualité en France auprès de grandes entreprises ou également à l'international si votre objectif est de vous étendre au-delà du territoire. Alors, vous avez un premier sondage qui vous a été partagé avant que je rentre dans la partie 2 du webinaire. Donc, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas détaillée en introduction. Alors, vous avez un accès à plusieurs sondages dans le webinaire qui nous permettent d'interagir ensemble. Et là, la première question posée est à quelle marche êtes-vous de l'escalier de la qualité ? Donc, pour l'accès à cet onglet, vous avez deux possibilités. Ça va dépendre de la taille de votre écran. Alors, soit l'accès au sondage est possible directement, vous avez une notification qui est apparue en bas à droite de votre écran, soit il va falloir cliquer sur le raccourci Apps qui est en bas à droite et sur lequel vous aurez ensuite accès aux différents sondages. Alors, je vois que les résultats évoluent au fur et à mesure. Pour l'instant, donc,
on a une majorité de participants qui est à l'escalier, à la marche 2, donc de la certification Calliope, à hauteur de 40%. D'autres participants qui sont à 27% sur la marche du CPF et une minorité, mais qui n'est pas non plus négligeable, de participants plutôt à l'étape de l'engagement ou du NDA et qui sont donc en début de démarche et qui, je pense, sont présents aujourd'hui pour prendre de l'avance peut-être sur la suite de la démarche et se projeter sur le développement de l'activité. Peut-être un commentaire, Garel, sur ces résultats de sondage. Alors, je sais que tu ne les vois pas forcément à l'écran, mais avec les commentaires que j'ai pu donner, qu'est-ce que tu en penses sur cette répartition? Je pense que déjà, on a le public qui est réellement concerné par ce séminaire, ce webinaire, puisqu'on voit qu'il y en a beaucoup qui sont certifiés. Il y en a quelques-uns qui sont sur la plateforme, enfin qui sont dans la démarche pour passer au CPF ou autre. Et puis, pour ceux qui sont encore dans cette interrogation, je pense que ce webinaire est fait pour eux aussi afin qu'ils puissent bien identifier les opportunités qu'ils ont une fois qu'ils vont rentrer et qu'ils seront certifiés certainement chez nous. Merci, Garel. Donc, on rentre maintenant dans la partie 2 du webinaire. L'objectif est de vous situer au-delà de l'escalier de la qualité aussi en tant qu'organisme certifié, donc, qui représente aujourd'hui la majorité de participants. C'est des chiffres qui ont été pris ce matin, donc qui sont tout frais. Aujourd'hui, en termes de certification Calliope, on a plus de 45 000 organismes qui ont obtenu cette certification, en grande majorité d'organismes présents sur la catégorie des actions de formation, donc à hauteur de 97%. Et ensuite, ce qui vient juste après, à hauteur de 10%, les actions de formation par apprentissage, les bilans de compétences, puis les prestations de VE à 5%. Donc là, à partir déjà de ces pourcentages-là, on peut identifier des opportunités de développement. Exemple, la VAE, on voit que c'est la catégorie qui est aujourd'hui la moins représentée en termes de nombre de certifications. Il y a peut-être une opportunité à saisir. Là où il y a le moins de monde, c'est forcément plus facile d'aller se créer des opportunités. Et donc, à partir de cette représentation, de savoir vers où vous pourrez aller, mais là où on peut aller dépend aussi de ce qui est fait aujourd'hui. Donc, il y a des questions qui vont venir, qui vont être posées par la suite, et ce travail de réflexion est aussi à bâtir à partir des retours clients que vous avez pour savoir là où vous aurez une valeur ajoutée dans votre activité. Alors, d'autres informations qui sont importantes, c'est les informations en termes de financement possible, puisque Calliope permet cet accès auprès de différents financeurs. On voit des évolutions entre les chiffres communiqués entre le jaune budgétaire de 2024 et ceux de 2025. En termes de financement, la formation aujourd'hui professionnelle, c'est 56 milliards et 24 milliards presque de financement pour ces acteurs de la formation. Lorsqu'on a ces chiffres, après, on peut aussi identifier des marchés qui sont plus porteurs en termes d'évolution de financement et se poser la question de là où on veut aller. Le CPF est souvent perçu comme étant un objectif ultime, puisqu'on a accès à un marché de particuliers, permet de différencier son activité. Après, il faut se poser la question de comment arriver à cette marche, mais en tout cas, on peut identifier ces informations. Alors, on a rédigé sur notre site internet un article qui, je pense, devrait vous intéresser. C'est l'un des plus lus sur le site internet, à savoir comment accéder aux 8 sources de financement qui sont présentées ici, rédigé par une auditrice ICPF et que je vous invite à retrouver sur le site. Et donc, si vous souhaitez retrouver l'article plus tard, sachez qu'on vous remettra le support de présentation et donc la possibilité de cliquer sur le lien qui est présent sur le support et le retrouver. Alors, au-delà de ces chiffres, on peut aussi parler du point de vue de l'actualité ou de l'existant sur des catégories d'actions. Donc là, on s'intéresse aux catégories autres que l'action de formation, puisqu'on a déjà une grande majorité d'organismes qui sont présents sur cette catégorie. En termes d'informations à avoir par rapport aux catégories, sur la VAE, il y a une plateforme qui a été mise en place depuis quelques années, France VAE, qui se modernise petit à petit
à son rythme, mais qui offre davantage de simplicité sur le fonctionnement, déjà pour les demandeurs, comment trouver une offre de VAE qui correspond à un besoin, et aussi pour l'entreprise qui souhaite proposer elle aussi une offre de VAE. On a vraiment une plateforme qui fait le lien entre les deux, et on le voit constamment, tous les ans, il y a un nombre d'offres qui augmente. Donc là, l'année dernière, on était à 100 000 VAE réalisés. On n'a pas eu le chiffre de l'année précédente, enfin l'année actuelle. Et donc voilà, il y a vraiment une opportunité qui se fait au travers de ce système. Pour le bilan de compétences, cette catégorie est reconnue aujourd'hui comme étant la catégorie la plus simple pour accéder au CPF. Donc les démarches sont moins conséquentes, moins administratives. C'est surtout aux clients de faire la demande pour accéder à cette offre-là, et ensuite le financement peut être accordé au travers de la plateforme. Il faut savoir qu'il y a 89% de ces bilans de compétences qui sont financés par la plateforme EDOF, et donc par le CPF. Donc, pour vous, c'est aussi favorable dans la diversification de financement. Et enfin, pour les CFA, donc, il y a toujours cette aide à l'embauche qui peut être accordée jusqu'à 6 000 € et qui peut être déjà un boost pour vos clients, pour les amener à choisir votre offre. Donc, une fois que l'on a vu tout ça, on peut aussi se poser la question, et c'est à vous aussi que la question se pose, au travers de votre réalité qui est l'activité de formation et les opportunités possibles, comment réussir à maintenir son focus business tout en maintenant la certification Calliope. Alors, c'est là où je vais davantage laisser la parole à Garel. Donc, dans les échanges que tu peux avoir, Garel, avec les organismes de formation dans le cadre d'audit, quelles sont les voies que les organismes cherchent la plupart du temps pour développer leur activité? Alors, comme on peut voir sur la slide, il y a souvent la possibilité d'accéder au CPF assez rapidement. C'est souvent la raison pour laquelle ils passent la certification Calliope pour pouvoir accéder à ces financements. Et aussi parce qu'il y a une demande client qui est assez importante. Quelque part, il y a ce besoin. Donc, ils font une proposition, et pour certifier, pour rassurer aussi le client. J'ai eu des clients qui n'étaient pas forcément sur du financement public, mais qui voulaient rassurer leur clientèle en ayant cette certification qui est gage de qualité dans les formations. Donc, ce sont vraiment, et aussi, ça permettait de se différencier, comme on voit. Donc, ça peut être les deux, pour pouvoir rassurer le client et se différencier par rapport à d'autres qui sont dans le même milieu et qui ne sont pas forcément sur des financements publics. Mais le fait d'être certifié et d'avoir cette reconnaissance de la qualité de la formation qu'on dispense, ça permet de se différencier et d'avoir beaucoup plus de clients, et puis aussi de pouvoir aller toucher peut-être des publics qui ne seraient pas forcément intéressés par la prestation, mais dès lors qu'on voit le logo Calliope, on se dit là, il y a quelque chose d'intéressant pour moi, en fait. Ok. Et il y a un point aussi qui me semble important, c'est l'aspect diversification sur les financements. Il y a certains organismes qui vont tout miser consciemment ou inconsciemment sur un seul type de financement, mais lorsque on a des modifications sur le plan réglementaire, il est parfois compliqué de se retourner pour avoir le temps de diversifier. Donc, il y a aussi cette volonté de pouvoir sécuriser l'aspect financier de l'organisme en fonction de ce qui rapporte vraiment de l'argent à l'organisme. Complètement. J'ai eu le cas d'un organisme certifié sur une catégorie Calliope, et en milieu d'année, plus de financement. Et donc, avec un grand désarroi, le responsable de l'organisme me disait, mais là, je vais avoir 6 mois de chômage, puisque son offre, comme on dit un peu couramment, il avait mis tous ses œufs dans le même panier. Oui. Alors que la diversification des sources aurait permis probablement de ne pas avoir ces 6 mois sans activité. Alors, on a une première question qui a été posée par Serge. Donc, Serge demande, est-ce qu'une certification Calliope, une seule, permet de couvrir 3 domaines à la fois, à savoir VAE, apprentissage et action de formation, ou bien faut-il 3 certifications distinctes pour couvrir ce périmètre? Alors, en ce qui concerne la certification Calliope, il y a un seul certificat Calliope
je vais plutôt aller dans le sens du certificat. En fait, sur le certificat, on peut avoir plusieurs catégories. On peut avoir les 4 catégories d'action de formation. On peut avoir de la VAE, on peut avoir du bilan de compétences, on peut avoir le CFA et l'action de formation basique, si je puis dire. Donc, il ne s'agit pas de... On ne repasse pas à chaque fois la certification quelque part. Si on est déjà certifié, et c'est l'objet du webinaire, on peut faire ce qu'on appelle l'extension, c'est la même certification. On va rajouter ces catégories à ce certificat-là. Donc, soit on obtient la certification du premier coup, et là, on couvre un ensemble de catégories. C'est ça. Soit on a un ensemble plus restreint, exemple une catégorie, mais qu'on peut augmenter au fur et à mesure en fonction de l'activité de l'organisme. Exactement, et on peut le faire à tout moment de la certification. Soit dès le début, on demande plusieurs catégories. Ça, il faut être sûr de pouvoir les dispenser, puisque ça arrive aussi qu'il y en a qui enlèvent des catégories, ou soit on commence, et après on fait ce qu'on appelle ces extensions. On rajoute les catégories parce qu'il y a une demande, il y a une offre, il y a une opportunité. Donc, mais après, on reste sur le même certificat. Ok. Alors, en tant qu'auditeur, j'imagine que tu as dû rencontrer des situations en audit où le client te présente sa situation et où l'extension peut se présenter comme étant une suite logique. Donc là, j'ai repris à peu près 4 situations qu'on avait identifiées ensemble. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui donner l'envie ou créer le projet d'une extension auprès d'un organisme qui est déjà certifié? Alors, pour reprendre ces 4 exemples qui sont le reflet de la réalité, puisqu'on est vraiment sur ce qui se fait. Donc, si on est formateur indépendant et qu'on propose une seule offre à ses clients, on peut se retrouver dans la situation où des clients, ce que j'ai eu, des clients qui viennent en audit et qui disent « je veux me lancer dans le bilan de compétences », par exemple, parce qu'ils dispensent une formation et il y a un besoin qui émerge une fois que la formation est terminée et ils se retrouvent devant des clients potentiels, du chiffre d'affaires, des opportunités, mais ils ne peuvent pas et sont parfois obligés de conduire presque le client vers un concurrent qui fait le bilan de compétences notamment. Et donc, à partir de là, ce serait, puisque là, pour le coup, c'était un audit d'extension, il était formateur, le client était formateur, il voulait faire bilan de compétences puisqu'il avait eu beaucoup de demandes et il ne pouvait pas y répondre. Et il a vu une fuite financière. Donc, il a dit, moi, je vais passer cette extension et il a investi en lui-même. Il a osé le faire. Et c'est ça qui fait ce qui fait la différence. Après, donc, ça revient avec le numéro 2. Vos clients vous adressent des demandes avec une offre et votre périmètre de certification ne permet pas encore d'y répondre. On voit que ça va dans les deux sens. C'est également pour les indépendants, mais aussi pour les centres de formation. Puisque j'ai aussi audité un CFA qui faisait une extension pour de la VAE. Donc, ce n'est pas que l'indépendant. On peut être aussi un CFA et pouvoir le proposer puisqu'on est sur un métier, sur de la niche, quelque part. Donc, et que l'offre est rare. Et là, c'est rare. Et qu'il y avait de la demande et qu'il y avait certains prérequis pour passer les diplômes qui étaient délivrés dans ce CFA et que par l'action de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience, ça générait pour eux du business en plus. Et après, c'était rentabilisé aussi avec le CFA parce qu'ils pouvaient rentrer également dans ces parcours de formation certifiants qui avaient ce prérequis d'avoir au moins un diplôme du niveau équivalent. En fait, ça part surtout d'un constat auprès du client, de l'apprenant qui va lui-même signifier un besoin complémentaire auquel on pourrait répondre pour développer le business de l'organisme. Et il y a ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi le point de vue où ce sont plutôt les exemples 4 et 3, où on a détecté une opportunité. Il y a le besoin client et puis aussi le fait d'observer le marché et de se dire, là, il y a une opportunité. L'opportunité, c'est qu'on est en plein développement et qu'on a des compétences et on peut étendre notre certification, justement, soit on peut être organisme de formation et passer également centre de formation des apprentis, puisqu'on sait faire, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir l'extension CFA pour faire des formations certifiantes. Et si on sait faire et si on a ce savoir-faire-là, on peut alors avoir ses propres apprentis et bénéficier des aides qui sont encore disponibles, ou encore un formateur sous-traitant, ça aussi je l'ai vu, qui intervenait en CFA et qui avait de la demande pour des formations en direct avec lui sur de la validation des acquis d'expérience et sur de la formation. Et donc, il a fait cette démarche aussi de faire de l'extension. Il était déjà certifié Calliope et il a fait une extension pour, là encore, parce qu'il a vu l'opportunité.
Donc, il a osé investir en lui-même. Ok. Alors, on a une question d'Antoine qui souhaite connaître la différence entre bilan de compétences et VAE. Tu parlais d'un bilan de compétences qui a fait extension VAE, mais comment ça se différencie ces deux activités? Alors, ce sont deux catégories différentes. On est, en fait, la base, ce qui est un peu commun entre le bilan de compétences et la VAE, c'est l'accompagnement. Ce n'est pas directement ce qu'on appelle de la formation. Le bilan de compétences est là pour accompagner le bénéficiaire à découvrir quelles sont ses compétences, ce qu'il a en lui, puisque c'est souvent au moment où on ne sait plus trop ce qu'on veut faire dans la vie, quel métier nous intéresse, et ça nous permet de pouvoir identifier les compétences que l'on veut mobiliser, que l'on veut garder, et les métiers qui correspondent à ça. Et pour ça, il faut aussi, quand on veut faire du bilan de compétences, il faut avoir aussi les capacités d'accompagner les bénéficiaires en ce sens. Sur la validation des acquis de l'expérience, le nom de la catégorie le dit, on est plus sur des personnes qui ont une certaine expérience dans un métier, dans un domaine, mais qui n'ont pas le diplôme qui correspond à ça. Et donc, à partir de là, il y a un architecte VAE qui va accompagner ces personnes-là pour passer la certification. Donc, ils vont préparer des dossiers. Il y a le livret 1, livret 2. Donc, ce sont des livrets qui sont préparés. Tout se fait par la plateforme mise en place par l'État récemment, France VAE, et ça a été simplifié. Donc, encore une fois, c'est une opportunité possible. Et là, on accompagne. On ne forme pas. C'est là la différence. Quand nous, on audite, ce n'est pas une action de formation directement. On accompagne, c'est un accompagnement pour pouvoir obtenir ou valider une certification parce qu'on a de l'expérience dedans. Ok. Bon, non, la réponse semble claire. On a peut-être une réaction dans le chat. En tout cas, si besoin d'informations complémentaires, Antoine, je vous laisserai revenir vers nous. Voilà, on a un message d'Antoine qui dit parfait, merci. Donc, je pense que ça a été bien clair. Avec plaisir. Donc, au travers de ces différentes possibilités, il y a à chaque catégorie des démarches administratives à réaliser pour effectuer cette déclaration. Donc, pour ce qui est de la VAE, vous avez aujourd'hui la plateforme France VAE qui offre un double espace. C'est comme pour le CPF, vous avez un espace pour l'organisme, un espace pour le demandeur. France VAE, c'est pareil. Donc, si vous souhaitez créer un centre VAE, devenir prestataire de VAE, rendez-vous sur cette plateforme pour créer votre compte et faire la démarche. Et ensuite, ce qui va être demandé, c'est que la personne qui va intervenir en tant qu'architecte accompagnateur de parcours, celle qui va dispenser la prestation, va devoir être formée pour être reconnue en tant que telle. Ça, c'est également une attente pour cette catégorie. Pour la partie bilan de compétences, donc là, en termes de parcours, il y a seulement une étape qui est d'ailleurs demandée uniquement dans le cadre de l'audit. Si je ne me trompe pas, Gareth pourra peut-être corriger si je dis une bêtise. Non, c'est vrai. Ok. Mais du coup, c'est une habilitation qui est demandée par l'auditeur pendant l'audit et qui fait comprendre que vous êtes en capacité de pouvoir réaliser les bilans de compétences. Donc, on vous a mis quelques exemples de plateformes qui proposent ces habilitations, comme Central Test ou Parcoureo, sur lequel vous pourrez donc solliciter pour faire connaître cet élément. Et enfin, pour la création d'un CFA, donc là, on est sur une démarche administrative qui pourrait être plus longue. Il y a un dossier à compléter, enfin, c'est un CERFA, pour obtenir un code UAI. Et ce document CERFA s'obtient auprès du rectorat de votre région. Et donc, ce document, vous le complétez. Il y a un ensemble d'éléments sur lesquels vous devez présenter votre conformité, si je peux employer ce terme aussi. Et une fois que le dossier est envoyé, vous pourrez obtenir ce code et enfin être reconnu comme CFA. Donc, je souhaite également vous poser la question à partir de toutes ces informations-là, avant qu'on rentre dans le détail de l'adaptation de certificat ou de l'extension, puisqu'on va le voir, c'est deux choses bien différentes. Savoir si de votre côté, vous savez déjà où vous souhaitez étendre votre périmètre de certification Calliope, où vous souhaitez faire plus, où souhaitez vous diversifier pour un peu chercher de nouvelles dynamiques, développer le chiffre d'affaires ou pour une autre raison. Alors, vous avez le sondage qui vous a été partagé au même endroit que tout à l'heure, donc je vous invite à y répondre. Et puis, je pense qu'on va attendre un petit peu avant d'observer les résultats qui vont évoluer. Pour l'instant,
les résultats sont assez proches en termes de réponse, donc à hauteur de 25% environ par catégorie d'action. Donc, je pense qu'on reviendra un peu après, peut-être à la fin de la partie qui porte sur l'adaptation ou l'extension. Alors déjà, Garel, avant toute chose, lorsqu'on s'intéresse à modifier son périmètre de certification, qu'est-ce qu'une adaptation de certificat? Alors, quand on adapte le certificat, c'est comme c'est indiqué sur ce qui est projeté, c'est qu'il y a une information qui a changé, on a pu changer, ça arrive parfois de devoir changer soit le nom de l'organisme, il y a eu un rachat ou autre. Il y a eu aussi un changement d'adresse qui arrive, ou encore de NDA. Parfois, on peut perdre le NDA si on ne déclare pas assez tôt son bilan pédagogique et financier. Ça arrive assez régulièrement, on le rencontre quand on est en audit. Et donc là, il y a une adaptation du certificat parce qu'il faut remettre le bon numéro de NDA par rapport à l'organisme de formation. Et donc, il n'y a pas besoin de refaire un audit. Il faut faire cette demande d'adaptation, de modification du certificat pour pouvoir avoir des informations qui correspondent à l'organisme de formation et ne pas négliger cet aspect non plus. Pas de se dire, ah ben c'est pas grave, je peux attendre. Non, puisqu'il faut que les informations qui sont sur le certificat correspondent à la réalité de l'organisme de formation. Parce que c'est aussi ça la démarche qualité. Même s'il n'y a pas besoin de repasser un audit, mais c'est garder ce standard et d'avoir ces informations qui restent à jour sur le certificat. Oui. Surtout que j'imagine qu'aujourd'hui, que ce soit pour un financeur ou pour une autre instance, lorsqu'il y a le constat d'un écart entre le certificat et une information que va présenter l'organisme, je pense qu'il peut y avoir une perte de confiance et voire même de ne pas accorder un financement pour ce type d'écart. Donc, en effet, là est toute l'importance de pouvoir effectuer cette mise à jour et ne pas risquer de passer à côté d'une affaire, d'une offre qui pourrait vous être demandée. Alors, une fois qu'on a donc le cas de l'adaptation, on présente aussi le cas de l'extension. Et donc, quelle est la différence entre les deux? Alors là, l'extension, c'est ce dont on parle, c'est qu'on veut commencer à licencier une autre catégorie et qu'elle soit prise en charge par du financement ou qu'elle soit référencée sur la plateforme EDOF ou que les bénéficiaires puissent bénéficier de financement via le CPF. À partir de là, une fois qu'on a identifié la catégorie sur laquelle on veut se lancer, que ce soit la VAE, l'action de formation, qu'on vient de devenir CFA ou encore faire du bilan de compétences, alors là, il y a la nécessité de faire un audit. En fait, là, par contre, il faut un audit. Donc, un audit avec une durée, des indicateurs qui s'adaptent sur le périmètre souhaité. Ça veut dire qu'on ne va pas venir réauditer sur la catégorie qui est déjà certifiée, mais on va faire un audit sur celle qui est demandée uniquement. Mais on ne repart pas de zéro. Non, on ne repart pas de zéro. Et c'est l'avantage de faire l'extension, puisqu'on est déjà rodé, si je puis dire, à l'exercice de certification. On a déjà vécu un audit au moins, ou deux, ça dépend où on se trouve au niveau du cycle. Et là, on peut donc présenter les éléments de preuve concernant les indicateurs qui sont parfois spécifiques à la catégorie demandée. Si on passe au CFA, on a des indicateurs spécifiques CFA, notamment les indicateurs 13, 14 ou encore 29, qui sont spécifiques au CFA, ou après ceux qui sont spécifiques aux autres catégories. Donc là, on sera audité dessus, et ça, on peut le faire à tout moment de la certification. Une fois qu'on est certifié, on peut y aller. Ok. On a une question de Candice qui demande si l'on souhaite démarrer de la sous-traitance, cela est-il considéré comme une extension? Alors, si on est déjà certifié et qu'on veut faire de la sous-traitance, c'est pas précisé dans la question. Il n'est pas c'est pas indiqué. La question, je vais la relire. Si l'on souhaite démarrer de la sous-traitance, cela n'est-il pas considéré comme étant une extension? Alors, si on est déjà certifié Calliope, je vais prendre ce cas-là, et qu'on décide de faire de la sous-traitance pour un autre organisme de formation, ce n'est pas une extension, puisque nous-mêmes, notre organisme est certifié Calliope. Nous avons cette certification, et après, un autre organisme de formation fait appel à nos services pour dispenser une formation. Donc, à ce moment-là, c'est l'autre organisme, s'il est certifié Calliope, qui, dans son périmètre, dans ce qu'il fait,
et c'est lui qui est évalué par rapport à la catégorie qui est dispensée. Mais si c'est le sous-traitant, lui, là, il n'est pas soumis à une extension parce qu'il fait de la sous-traitance. Dans tous les cas, on va voir les différents cas d'extension. Donc c'est le sujet des slides suivantes. On a, dans un premier temps, les extensions de catégorie. Quelles sont les modalités à avoir en tête lorsqu'on s'apprête à faire une extension de catégorie, Garel? Alors, déjà, quand on va faire une extension sur une catégorie, il faut avoir un certificat, c'est la base. Sinon, on ne peut pas faire une extension, c'est un audit initial sans certificat. Et après, il faut savoir que si on a un site qui est défini dans le référentiel, un lieu de déroulement des actions de formation avec présence permanente de personnel, donc là, l'audit aura lieu sur site, en présentiel. Il ne peut pas se faire en distanciel, même si on est déjà certifié, il se fait forcément en présentiel. Et la durée de cet audit est calculée selon le chiffre d'affaires de l'organisme de formation. Donc, à partir de là, il y aura un certain nombre de jours qui seront alloués pour passer cet audit de certification et il pourra se dérouler sur la catégorie. OK. Alors, je vois plusieurs questions qui sont arrivées, notamment sur le cas de la sous-traitance. On va y revenir dans quelques instants. Je vais déjà laisser Garel aller au bout de ces différentes slides. Donc, par catégorie, il faut déjà avoir en tête que, comme tu l'as indiqué, on ne redémarre pas de zéro. Ce qui veut dire qu'en audit Calliope, on a déjà un socle commun d'indicateurs. Et si on veut se projeter vers une catégorie, on a un ensemble d'indicateurs qui vont être demandés en plus. Quels sont ces indicateurs qui vont être demandés? Alors, selon les 4 catégories, donc action de formation, bilan de compétences, la VAE ou l'apprentissage, donc on a des indicateurs qui sont spécifiques à chaque fois, à part pour le bilan de compétences où on reste sur les indicateurs communs, puisque c'est vraiment une catégorie qui n'est pas particulière, mais il n'y a pas de grandes attentes en termes de spécificité sur cette catégorie, à part quelques obligations spécifiques, mais qui ne sont pas des indicateurs en soi. Donc, sur l'action de formation, on a ces indicateurs 3, 7, 8, 13, 16 et 28. Sur la VAE, le 3 et le 16. Et après, sur l'action de formation par apprentissage, on a, lorsqu'on fait un audit pour CFA, on fait tous les indicateurs, tout simplement. Donc, on a les 32 indicateurs. Il n'y en a pratiquement aucun qui est laissé de côté. On fait tous les indicateurs. C'est peut-être la catégorie qui demande le plus de préparation lorsqu'on veut passer de centre de formation à CFA. Il faut être prêt. Mais l'avantage, c'est qu'il y a certains indicateurs communs. Ces indicateurs communs correspondent souvent à ce qui est des actions de formation certifiantes, quand on fait des formations certifiantes. On n'a pas besoin d'être forcément CFA, mais l'indicateur 3, par exemple, parle des indications de l'information qui est transmise aux bénéficiaires sur la certification qu'il vise. Et là, on le retrouve sur l'action de formation, sur la VAE, sur le CFA, puisqu'il y a une information qui doit être claire, qui doit être transparente sur la certification visée par le bénéficiaire. Et ça, il faut pouvoir se préparer en amont et de pouvoir donner les éléments de preuve au jour de l'audit. OK. Alors là, on vient de parler des extensions de catégories, mais il existe aussi des extensions de sites. Et par rapport au site, qu'est-ce que tu peux nous en dire pour avoir une vision un peu globale du site par rapport à Calliope? Alors, comme je disais tout à l'heure, dans le référentiel, un site, c'est défini comme étant un lieu où il y a une réalisation d'actions de formation et la présence permanente de personnel. Donc, à partir de là, si on se retrouve dans ce cas-là, c'est qu'on a un site comme défini par le référentiel. Et si on en a plusieurs comme ça, on est ce qu'on appelle multisite. Et c'est aussi, lorsqu'on est monosite, on peut devenir multisite si on voit des opportunités dans d'autres régions. La particularité du multisite, c'est que il faut qu'il y ait une centralisation du système qualité, en fait. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus contraignant, si je puis dire. Ce n'est pas le plus contraignant, c'est que ça offre beaucoup de possibilités. Quand on passe de monosite à multisite, et aussi on peut avoir aujourd'hui un site qui est Calliope en France, et à l'étranger maintenir ce système qualité, étant de ce périmètre-là aussi. Alors, on a une question de Florence par rapport à la notion de site qui va peut-être être traitée via cette slide ou la suivante. Donc, Florence demande si notre OF déjà certifié Calliope a plusieurs sites, doit-on refaire un audit? Alors, s'il a été certifié que sur un site et que finalement il a plusieurs sites,
Là, il faut repasser par un audit initial pour être certifié en tant que multisite. Et les adresses des autres sites vont être rajoutées au certificat. Il y aura un audit d'une journée, enfin, ça dépend après du chiffre d'affaires, mais il y aura un audit de la fonction centrale. Et ensuite, il y aura un audit fait sur également les sites qui sont concernés, en fait. Donc ça, oui. Donc, en fait, il y a deux possibilités. Soit mon organisme est certifié Calliope en monosite, et là, j'ajoute un site, donc je repars sur un audit initial pour passer en multisite. Soit je suis déjà multisite, et donc je fais un audit d'extension sur un nouveau site, mais je ne repars pas sur un audit initial. C'est ces deux situations. Il y a un audit qui doit se faire et inclure justement ce nouveau site pour qu'il soit sur le certificat. Parce que tout site qui n'est pas sur le certificat n'est pas concerné par la certification. Ok. Et quand on passe de monosite à multisite, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cadre de l'audit et aussi en résultat, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, un audit, quand on passe de monosite à multisite, on va, au jour de l'audit, on va auditer les obligations spécifiques à la fonction centrale. Il faut que l'on puisse observer qu'il y a bien une fonction centrale qui décide de tout en ce qui concerne le système qualité qui a été mis en place. Et à partir de là, sur les autres sites, on va s'assurer que ce qui a été décidé en fonction centrale est bien respecté sur les sites. Et si sur un des sites échantillonnés au jour de l'audit, il n'y a pas ce respect du système qualité mis en place par la fonction centrale, ça définit une non-conformité qui va toucher l'ensemble des sites, puisqu'il y aura un besoin de mise en conformité pour tous les sites. Ok. La notion de fonction centrale, on la voit sur cette slide. Donc, en tant que multisite, qu'est-ce qui va changer lorsqu'on va vouloir viser un nouveau site et donc faire une extension? Alors, c'est que on va encore retourner, on va faire cet audit au niveau de la fonction centrale et après, on va rajouter ce site qui est demandé, cette certification qui est demandée, cette extension sur un site. On va le rajouter cette fois aussi à l'audit et on ira auditer ce site pour vérifier que ce qui a été défini par la fonction centrale et que le système qualité, il est bien respecté sur ce site-là. Après, ça ne va pas modifier ou prolonger la durée de vie du certificat. Ça, c'est important de retenir. Ce n'est pas parce qu'on va rajouter un site avant le renouvellement, par exemple, que la date de renouvellement va être décalée par rapport à ça. Donc, ça, c'est bien clair. Sur chaque durée d'audit est d'une demi-journée par nouveau site, mais ça ne veut pas dire qu'après, on aura, je ne sais pas, une demi-journée en plus sur notre certificat. Pas du tout. Ça ne change pas du tout la fin de validité du certificat. Okay. Donc, ce qui veut dire que dans le cadre d'une extension de site, en fait, je peux en ajouter plusieurs d'un coup. Ce n'est pas forcément un à la fois. Si par exemple, dans l'année, il y a eu 3 nouveaux sites, je peux les faire passer les 3 sur la même extension. Oui, d'ailleurs, c'est mieux de le faire comme ça, plutôt que d'à chaque fois refaire un audit parce qu'on rajoute un site, rajouter ces sites en même temps, de faire l'audit et que ces sites soient audités et qu'ils rentrent dans le périmètre de la certification et de ne pas sortir de la réglementation et de la respecter. Ok. Et enfin, toujours sur la notion de site, on a la situation de site à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut savoir déjà sur le plan réglementaire? Alors, sur le plan réglementaire, donc, on peut avoir ce site, mais pour ça, il faut avoir un NDA qui est bien ici, en France. Ce n'est pas avoir un site, pas créer un organisme de formation en dehors de la France. Calliope, c'est pour la certification qui est française, un organisme en France. Donc, il faut déjà qu'il soit là, que cette certification soit sur un organisme qui est en France. Après, on peut avoir ce site à l'étranger. On peut avoir un site à l'étranger qui va dispenser les formations et avoir cette extension de la certification Calliope pour ce site-là également. Ce qui veut dire qu'il sera également audité. Ok. Ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on ne sera pas audité. Ouais, et l'audit se fait à distance pour pouvoir le faire dans des conditions qui permettent à l'auditeur de le faire sans avoir à prendre l'avion, en tout cas s'il est à l'autre bout du monde. Alors, on a une question de la part d'Anthony concernant la notion d'organisme à l'étranger. Alors, il indique « Je suis basé en France, mais n'organise des formations que chez des clients dans les DROM-COM. Comment suis-je considéré au regard des sites ?»
Alors, il est basé en France, mais il fait des formations qui sont dans les DROM et comme c'est toujours la France. Mm. C'est ce que j'allais Donc, dire aussi. Après, en fait, la réglementation au travers de Calliope s'applique sur l'ensemble du territoire français. Donc, les territoires d'outre-mer sont compris. Nous, on a des centaines d'organismes certifiés qui sont basés à La Réunion, en Guadeloupe, Martinique. Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Donc au point de vue du point de vue des sites, euh, Si je peux dire, là, ce qu'il indique, c'est que lui, il va chez les clients. alors je répète la question. Je suis basé en France, mais n'organise des formations que chez les clients dans les Dromcom. Comment suis-je considéré au regard des sites? Par rapport à ce qui est déclaré, et en tant qu'auditeur, on a du mal avec le déclaratif, on aime bien les preuves, mais s'il est basé, si l'organisme est basé en France, mais que le formateur se déplace chez le client, il n'est pas considéré comme étant multisite, puisque c'est lui qui se déplace. Pour rappel, un site, c'est un lieu où il y a de la présence permanente de personnel et la réalisation d'actions de formation. Donc, si c'est le formateur qui se déplace, il n'est pas multisite, c'est juste qu'il fait des formations qui touchent également les Outre-mer. Merci pour cette précision, Garel. Alors, avant d'arriver vers la fin de la présentation, puisqu'on on a quasiment délivré l'ensemble des informations, un point de vue sur l'aspect budget, puisque on l'a vu dans le cadre d'une extension de site, il va être demandé de réaliser un nouvel audit qui va correspondre à la même durée qu'un audit initial dans la plupart du temps. Alors, ça va dépendre de certains critères comme dans tous les cas, chiffre d'affaires, nombre de sites, etc. Mais donc, en moyenne, une extension de site va vous revenir au même coût qu'un audit initial, c'est-à-dire 1 190 €, dans lesquels on retrouve les frais de l'audit, donc c'est la durée qui est comprise pour l'auditeur, et les frais techniques qui sont associés au certificat. Vous avez toujours la possibilité de prendre des options. Donc, si vous aviez déjà souscrit à l'offre élaboration dans le cadre de l'audit initial ou même une surveillance qui aurait été faite avant, ou même peut-être le renouvellement, l'élaboration sera déjà comprise, on n'aura pas besoin de la reprendre. Vous pourrez bénéficier d'une offre de planification urgente. S'il y a un projet qui vous demande à planifier une date d'audit proche dans la semaine ou dans les jours qui viennent, une assurance report si vous n'êtes pas certain d'avoir la disponibilité du référent qualité qui sera présent en audit ou si vous souhaitez tout simplement bénéficier de cette offre. C'est comme quand on prend un billet de train ou un billet d'avion. Dans certains cas, on prend l'assurance pour traiter certains cas. Et alors, le pré-audit, par contre, n'est pas disponible puisque le pré-audit s'effectue uniquement dans le cadre d'un audit initial et les frais de déplacement. Ce n'est pas une option, mais vous pourrez avoir des frais qui vont changer en fonction de l'auditeur que vous demanderez ou qui sera disponible pour intervenir. Et après, on retrouve, donc après la certification, donc là, dans le cas d'une extension, vous serez forcément dans ce cas-là, celui du pass. Donc, il y a aujourd'hui 3 niveaux de pass qui sont le pass classique. Donc là, c'est le premier niveau de service, un service standard. Il n'y a pas de service complémentaire. Et les deuxième et troisième niveaux, donc Pass Serenity et Pass Group, qui vous donnent accès à un ensemble d'offres qui seront compris dans ce pass. Donc pour vous, c'est à partir de 523 € par an, en plus du pass classique. Et vous pourrez bénéficier d'offres comme la replanification qui sera comprise, la planification urgente, le fait d'avoir un interlocuteur dédié pour assurer la planification et la revue des audits, et aussi des réductions sur l'engagement dans des certifications pro ou ISO. Alors, on va maintenant passer à la partie parcours. Donc, pour vous, si vous avez un projet de réalisation d'extension ou d'adaptation du certificat, le chemin à suivre est celui de la plateforme Noé. Donc, je vous inviterai à vous connecter sur votre compte. Donc, en saisissant ou vous identifiant, ou si le compte est déjà enregistré, ce sera automatique. Une fois que vous êtes sur le compte, accédez au niveau du tableau de bord à l'espace certification. Vous retrouverez les certificats actifs et sélectionnez l'onglet certificat. Lorsque vous arrivez sur le certificat de l'organisme,
vous avez 3 boutons activables en bas de l'écran. Donc, soit télécharger les certificats, soit voir les documents de marque, comme le document pour utiliser le logo Calliope, soit vous avez la possibilité de demander une modification du certificat. Donc, c'est ici que vous allez devoir cliquer et vous allez accéder à un formulaire à compléter. Et en fonction de l'information que vous allez saisir dans ce formulaire, il va détecter s'il s'agit soit d'une adaptation, donc une simple modification de l'information qui est saisie sur le certificat, soit dans le cadre d'une extension, donc d'un audit d'extension pour aller ajouter une catégorie et ou un site, enfin même plusieurs sites, sur le périmètre. Donc, une fois que vous allez saisir ces informations, vous allez être contacté par un assistant à la certification qui va vous envoyer une proposition, vous la faire comprendre pour ensuite avancer dans le parcours. Alors, on est déjà arrivé à la conclusion, Garel. Donc, en 3 points, comment peut-on résumer cette thématique de l'extension et de l'adaptation du certificat dans le cadre d'un développement d'activité? Alors, sur l'adaptation, ça ne nécessite pas un audit, c'est de demander des modifications suite à un changement de sirène, d'adresse ou de NDA. Par contre, sur une extension, c'est qu'on demande une nouvelle catégorie ou qu'on passe en multisite. Et là, ça demande de passer par un audit à ce moment-là. Une précision, c'est qu'on peut le faire à tout moment du cycle, mais j'ai eu des clients qui pensaient pouvoir le faire au moment de leur renouvellement en même temps et juste inclure une nouvelle catégorie, ce n'est pas possible. Il faut faire une demande d'extension, quoi qu'il arrive. Si on est déjà certifié, il ne faut pas se dire qu'on va pouvoir le faire au moment soit de la surveillance, pendant l'audit, et de dire juste à l'auditeur, ah ben, je veux rajouter cette catégorie. Non, il faut faire une demande d'extension et de passer pour un audit et de faire un audit spécifique sur cette catégorie. Parce que les conditions ne sont pas totalement les mêmes. Oui. Donc ça, c'est important de le dire. On n'a pas eu l'occasion de le dire. Et ensuite, par rapport à ce qu'on a pu échanger, ça permet de renouveler notre offre de formation, de pouvoir également générer du chiffre d'affaires quelque part en touchant un public et une clientèle plus large. Et puis aussi d'avoir accès à d'autres sources de financement et de ne pas mettre encore tous ses œufs dans le même panier. Je reviens sur cette expression. Et enfin, la demande, elle se fait, comme tu viens de le démontrer, via Noé, qui est notre plateforme en ligne où on peut faire cette demande pour pouvoir avoir et planifier son audit d'extension. Merci Garel pour ton intervention, tes lumières au travers de ta fonction d'auditeur. C'est vrai que dans le cadre de ton activité, tu dois échanger avec des clients au quotidien et donc mieux comprendre comment ils cherchent à un peu réinventer leur activité ou se repositionner sur ce que leurs clients leur proposent. Donc, pour vous qui êtes encore présent au webinaire, si vous avez un projet de certification, un maintien, une extension, je vous invite à contacter notre équipe d'assistants à la certification, donc Ania, Christophe ou Maria, qui sont disponibles au 01 82 83 56 40. Vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec l'un d'entre eux. Vous avez un lien qui vous a été partagé si vous souhaitez planifier cet échange d'environ 15 à 30 minutes pour ce faire, donc ils pourront répondre à vos questions. En ce qui me concerne avec Garel, on est encore présent avec vous. La limite est fixée à 15h30. Après, on n'a aucune question pour l'instant. Alors, je vois qu'il y en a une qui vient d'être posée, qui m'a fait mentir. Mais en tout cas, les assistants à la certification seront là pour vous répondre. Et Garel et moi sommes présents pendant encore 30 minutes si vous avez de quoi solliciter nos connaissances. Alors, avant d'arriver jusqu'à là, donc je vous rappelle que vous avez, à la fin de la présentation, lorsqu'on aura mis un terme à la diffusion, un email qui va vous être envoyé automatiquement, qui va contenir un questionnaire de satisfaction. Et vous retrouverez à la fin de ce questionnaire 2 éléments. Donc, le support en format PDF pour retrouver toute la documentation, les liens cliquables. Et le deuxième point, c'est le replay de la présentation, donc en haute définition, pour retrouver des moments que vous aurez manqués ou que vous souhaitez revoir, réécouter pour approfondir. Donc, une fois que ce formulaire est envoyé, vous allez le recevoir, les deux liens sont à la fin. Et je vous rappelle aussi que pour vos démarches, je vous invite à faire appel
à nos services, donc au travers de la plateforme ou des coordonnées qu'on vous a partagées un peu plus tôt. Alors, la question qui a été posée, je vais aller la chercher. C'est une question de Christelle qui avait complété par rapport à la question sur la sous-traitance. Si on est intervenant dans des centres de formation... Alors non, c'en est une autre, pardon. Donc, question de Christelle. Si on est intervenant dans des centres de formation ayant la certification Calliope, est-ce qu'on doit faire une certification Calliope en tant qu'indépendant? Alors ça, c'est une question qu'on retrouve souvent et qu'on a souvent en audit sur ça. Il y a, alors, par rapport au centre de formation par apprentissage sur les CFA, la certification pour les sous-traitants, elle est exigée. Bien souvent, il faut que celui qui intervient dans le CFA puisse être soit certifié Calliope. Maintenant, en dehors de ça, cette certification, alors, ce n'est pas une obligation encore inscrite dans la loi pour le sous-traitant d'être certifié Calliope. Cependant, pour avoir échangé avec beaucoup de sous-traitants, puisqu'on en a beaucoup qui viennent se faire certifier, j'en ai eu plusieurs, ça devient de plus en plus exigé par les centres de formation eux-mêmes, puisqu'il y a un indicateur dans le référentiel qui porte sur cette attention-là, c'est de faire respecter par le sous-traitant les obligations de Calliope, et souvent la solution est de faire que il y en a qui disent qu'il faut que le sous-traitant soit Calliope. Il y en a d'autres qui mettent en place des modalités par rapport à la sous-traitance, puisque les exigences de Calliope font que si le sous-traitant ne respecte pas ces normes et ces obligations de qualité, c'est l'organisme qui travaille avec lui qui se retrouve dans la difficulté de devoir démontrer que, oui, il respecte bien et elle fait bien respecter ces normes-là. Donc, à partir de là, il y a le côté obligation avec les CFA. Après, pour le reste, c'est souvent demandé. Oui, en fait, ça relève plutôt d'un choix stratégique pour le sous-traitant. Voilà. En fait, je pense que c'est un gage de confiance du point de vue du donneur d'ordre qui va préférer travailler avec des sous-traitants certifiés Calliope pour ne pas avoir à complexifier, je pense, la relation, faire comprendre en quoi la démarche qualité est importante. Et après, pour ce qui est du point de vue obligatoire, donc ça se met en place depuis début 2024, avril 2024, et la réglementation impose aux sous-traitants qui interviennent sur des actions financées par le CPF d'être certifiés Calliope. Mais là, ça va dépendre de leur statut juridique. Donc, il faudrait qu'ils soient hors du statut microsocial. Là, ils auront l'obligation d'obtenir Calliope. Et s'ils ne sont pas sur ce statut, il va falloir qu'ils aient un chiffre d'affaires supérieur à 67 700 €. Donc, après, l'objectif pour vous est quand même de vous poser la question, est-ce qu'il y a un avantage stratégique pour vous? Et souvent, la réponse, comme dit Garel, c'est que même s'il n'y a pas de point de vue obligatoire, dans certains cas, le fait de démontrer aux donneurs d'ordre que en tant que sous-traitant, vous êtes certifié, ça va le rassurer et faciliter vos interactions, votre business. Alors, il y avait une autre question que je n'avais pas traitée par Candy, c'est donc un complément de ce qu'on avait sur la sous-traitance encore. Donc, la première question était si on souhaite démarrer de la sous-traitance, cela n'est pas considéré comme une extension, tu avais répondu, et l'a également complété en demandant et si je souhaite demander à des sous-traitants de travailler pour moi. Je pense qu'on est un peu dans le même cas de la question précédente. Oui, c'est un peu dans le même cas. On n'est pas dans une extension de certification, c'est toujours, il faudra appliquer, c'est l'indicateur 27 du référentiel qui dit que le prestataire, donc c'est-à-dire celui qui fait appel à des sous-traitants, s'assure du respect du référentiel par le sous-traitant. Donc ça, c'est une obligation de la certification Calliope. Alors, on a une question de Christelle. Je n'ai pas comprise, mais peut-être que Garel, tu auras la réponse. Déjà, Christelle nous remercie pour la réponse. De rien. On est là pour ça, avec plaisir. Et elle demande, et donc, quelle formation Calliope pour un indépendant?
formation Ouais, Calliope ou formation. certification? Formation. Quelle formation Calliope? Formation, c'est-à-dire être formé pour devenir auditeur ou plutôt, c'est peut-être quelle catégorie Ah, pour je un pense que c'est indépendant? une coquille. Christelle voulait dire certification, en effet. Quelle Elle a certification? corrigé, oui. Oh, c'est une question qui est assez vaste puisque la certification euh, concerne déjà, comme on a vu au tout début, euh, ceux qui ont ce numéro d'activité et qui ont ce projet de former sont potentiellement concernés par la certification Calliope. Après, ce que je rencontre le plus souvent en audit, ce sont des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et dans cette passion, il y a cette recherche aussi de qualité et de reconnaissance du travail. Maintenant, ça dépend de notre domaine, ça dépend de ce que l'on fait, ça dépend de notre activité, la catégorie qui nous correspond le plus. Si euh, je ne peux pas enfermer en fait. En vrai, quelle catégorie correspond à un indépendant? Un indépendant peut prétendre presque à toutes les catégories. Ce n'est pas fermé du tout. C'est vraiment vaste. Ouais. En tout cas, ce qu'on a vu en termes de chiffres, c'est qu'aujourd'hui, il y a une majorité d'organismes certifiés sur la catégorie action de formation, mais ça ne veut pas dire que pour vous, ce serait forcément le chemin emprunté, surtout si votre objectif est de vous différencier. Comme l'a dit Garel, ça dépend de votre expertise, de ce que vous avez envie de faire et de là où vous souhaitez orienter votre développement. Et moi, j'avais compris la question autrement. Oui. Donc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de type de certification Calliope. Calliope, c'est pour toutes les catégories. Donc, et une fois que vous l'aurez obtenu sur une catégorie, ce sera valable pour toute votre offre de formation. Donc, si par exemple, vous faites de l'action de formation et que vous obtenez la certification pour l'organisme, c'est bien tout l'organisme en tant que prestataire d'action de formation qui va être certifié, et ce ne sera pas qu'une seule offre. Donc, automatiquement, toutes les offres que vous auriez développées seront comprises dans ce périmètre. Une autre question de Candice. Si je fais intervenir une prestataire administrative pour m'aider à gérer les contraintes administratives liées à Calliope, est-elle considérée comme sous-traitante? Quand on parle dans le référentiel, quand on parle de sous-traitant, on parle de personnes lorsqu'une action de formation, on parle bien d'action de formation lorsqu'elle est sous-traitée. Par exemple, j'ai une formation que je mets en avant et que mon organisme dispense, mais ce n'est pas moi qui vais délivrer cette formation directement. Je fais appel à un sous-traitant. C'est un autre formateur qui n'est pas de l'organisme, qui va être là sur un contrat de prestation ou sur n'importe quel, enfin, comment ce sera formalisé. Et là, il va intervenir. Et là, je fais appel à un sous-traitant. Ce qui diffère d'une personne qui n'est peut-être pas de l'organisme, mais qu'on va appeler pour nous aider dans la partie administrative. Là, on ne parle pas de ce type de sous-traitance. Ce n'est pas directement lié aux actions de formation. Alors, Candice indique pour autant, cette personne, je lui délègue d'une certaine façon le respect des règles de la certification Calliope. Alors, il y a toujours d'une certaine façon. Et jusqu'à où? Si cette personne intervient dans les formations, c'est vraiment, quand on audite, on vient auditer la qualité des formations. On vient s'assurer que les personnes qui dispensent les formations respectent Calliope. Après, il y a une partie de l'audit sur les personnes qui sont en charge de l'administratif, mais qui sont internes à l'organisme. Et là, on va regarder si elles ont les compétences. On va regarder les compétences. On ne regarde pas... Ce n'est pas les mêmes exigences de sous-traitance que sur un formateur. Parce que là, il y a vraiment des enjeux par rapport à l'apprentissage des bénéficiaires. Là, ce qui concerne la partie administrative, on est plus sur... On va regarder d'autres aspects, mais ce n'est pas le sous-traitant avec l'obligation de respecter. Ce n'est pas concerné, en fait, par l'indicateur 27. OK. Merci pour ta réponse, Garel. J'espère qu'elle permet à Candice de mieux comprendre l'attendu. Et alors, je souhaite revenir sur les sondages que je n'ai pas eu le temps de partager plus tôt. Donc, en termes de résultats, on avait posé la question aux participants: où souhaitez-vous étendre votre périmètre de certification Calliope? Les résultats sont les suivants. Donc, à hauteur de 26%,
les participants souhaitent étendre la certification sur le périmètre de la VAE, à 23% égalité sur l'action de formation et le bilan de compétences, et à 18% sur un nouveau site. Donc là, la question à vous poser, c'est est-ce qu'il va s'agir d'un audit initial pour devenir multisite, ou est-ce que vous allez plutôt être sur une extension de site puisque vous étiez déjà multisite lors de l'audit initial. Et enfin, à hauteur de 10%, le fait d'ajouter la catégorie CFA au périmètre de certification. Alors, la VAE, j'ai l'impression que c'est vraiment la catégorie qui est généralement visée dans le cadre d'une extension de certification. Alors, on a aussi le bilan de compétences, mais la VAE, j'avais compris que, je peux citer avec toi, Garel, ou avec Afida, on échangeait sur la préparation de webinaires, et dans certains cas, il y a des organismes qui sont présents sur la catégorie bilan de compétences, et qui, dans le cadre de ce bilan de compétences, vont identifier le fait de réaliser une VAE dans le cadre du plan d'action, sauf que l'organisme ne propose pas encore cette catégorie, et qu'il y a une passerelle donc à faire entre des catégories et d'autres pour permettre en fait aux stagiaires d'aller plus loin dans l'expérience, et aussi à l'organisme d'augmenter son catalogue et le panier moyen. Pour revenir à ce qu'on disait, et même ce que tu disais tout à l'heure au tout début, par rapport au pourcentage, la VAE était à 5% à peu près sur les organismes qui dispensaient. Avec la réforme qu'il y a pu avoir vis-à-vis de la VAE, ou la simplification, une seule plateforme, il y a en ce moment, j'ai quand même eu à faire plusieurs audits d'extension de VAE. Donc, c'est une tendance qui se confirme, en plus avec les réponses du sondage, ouais. Parce qu'on peut, le cas, je l'ai eu pour des CFA, ils ont des élèves qui sont là et ils les accompagnent, ou même des organismes de formation, et après une formation, le bénéficiaire dit, est-ce que vous pouvez m'aider à passer ce diplôme, tout simplement, à viser cette certification. Et maintenant, c'est en passant par directement la plateforme France VAE. Et ces organismes-là, ils ont quelque part osé investir. Parce qu'investir dans un audit d'extension, c'est investir et c'est croire aussi en ses possibilités. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui se posent des questions, peut-être celles qui ont répondu au sondage. Et oui, c'est un investissement, mais c'est en train de se multiplier. Et je pense que au fur et à mesure, on aura de plus en plus de demandes sur de la validation des acquis de l'expérience. Avec ce qui a été défini, il y a vraiment une augmentation assez importante. Et donc, c'est un peu comme pour tout. C'est au début qu'on peut vraiment avoir le plus de bénéfices, comme on a pu le voir sur différents modèles qui sont arrivés. Je pense par exemple à Uber, par exemple, c'est vraiment au début où là, on a tous les bénéfices. Après, il y aura beaucoup plus d'acteurs sur le marché. Donc, c'est maintenant. Il y a cet engouement pour la VAE, avec aussi, il y a eu beaucoup de réflexion de la part des bénéficiaires qui se disent, ce n'est pas parce que je n'ai pas de diplôme que je ne peux pas valider quelque chose. Donc, c'est valorisant à la fois pour la personne accompagnée et pour l'architecte accompagnateur sur la VAE. Donc, ce résultat est assez... il est le reflet actuel du marché. Donc, tant mieux. Oui, n'hésitez pas à appeler les assistants à la certification qui répondront encore plus précisément à vos questions. Encore plus précis que toi, je ne sais pas, mais en tout cas... Plus longuement. Donc, en tout cas, merci pour ta participation, Garel. Je vous remercie aussi, vous qui êtes de l'autre côté de la caméra, pour votre participation, d'être resté jusqu'à la fin. J'espère qu'on a pu vous apporter les réponses à toutes les questions que vous vous posiez. Pour ma part, c'était un plaisir de pouvoir animer ce webinaire aujourd'hui en votre présence. Et Garel, je te remercie aussi. Je te laisse ajouter quelques mots avant qu'on mette un terme à la diffusion. Alors, plaisir partagé. Merci aussi à tous ceux qui se sont connectés et qui ont posé des questions. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions afin qu'on puisse vous orienter au mieux. Et puis, pour finir, je dirais, n'hésitez pas à investir en vous-même avec ces possibilités qu'il y a avec la certification Calliope. Le plus triste, quand je suis en position d'auditeur, c'est de voir les personnes qui ont Calliope et qui ne savent pas quoi en faire.
Et ça, c'est vraiment un peu dommage d'investir sur un audit initial et après un peu laisser mourir la certification alors qu'il y a énormément de possibilités. Donc, c'est vraiment ça le mot de la fin. Merci Garel, merci Merci. à vous et je vous souhaite à bientôt, peut-être la semaine prochaine si vous serez présent pour la thématique de la certification pro pour se distinguer en tant que personne physique en formation. Je vous souhaite bonne journée. Au revoir. Au revoir.